Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée Bianca Debatz, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État bruxelloise en charge de la sécurité routière, de l'égalité des chances. Est-ce que ce matin, à 10h, vous avez entendu l'alarme climat sonner ? En tout cas, je ne l'ai pas entendu moi-même, mais j'en ai entendu parler. C'était un signal, je pense, effectivement, que les citoyens veulent une solution. Oui, et pourtant, on a l'impression que les politiques sont un petit peu sourds. On n'a toujours pas d'accord climat en Belgique, vous le regrettez ? Il n'y a pas encore d'accord, c'est vrai, mais en tout cas, je peux quand même confirmer que les collègues, je pense notamment à Mme Joke Schouwvlieg, ma collègue en Flandre, mais aussi bien Mme Frémaux, ont vraiment fait tous les efforts nécessaires. Elles étaient d'ailleurs très proches d'un accord, un accord solidaire aussi, je pense, entre les régions. Mais voilà, il n'y a pas encore d'accord, c'est vrai. Ouais, vous parlez de votre collègue ministre de l'Environnement en Flandre, CDNV. Est-ce qu'elle ne s'est pas fait déshabiller par le ministre-président flamand à 2 reprises là ? On dit qu'il y a un accord et puis finalement il n'y en a pas. Oui, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup investie dans ce dossier, s'est vraiment battue pour défendre cet accord. Il est vrai aussi que le ministre-président, M. Bourgeois, a repris quelque part le dossier en main. Maintenant, c'est à lui de trouver une solution. Mais il faut trouver une solution. Un échec, pour moi, n'est pas une option. La Belgique doit absolument trouver un accord. Ça ne rend pas compliqué les relations entre le CDNV et la NVA, cette situation Non, je veux dire, c'est le ministre-président, donc voilà, il a voulu reprendre les choses en main. Donc j'espère qu'il va vite trouver un accord, parce que pour nos enfants et pour toutes les générations futures, c'est vraiment absolument nécessaire de se préparer aux défis qui sont là au niveau climat. Ouais. Autre débat de la semaine, c'est la question de la fusion des zones de police. On en a beaucoup reparlé. Le CDNV est pour la fusion ? Tout à fait. Moi, je soutiens l'idée, mon parti aussi. D'ailleurs, comme tous les partis flamands, néerlandophones à Bruxelles, défendent effectivement l'idée de fusionner les zones de police. Comment vous expliquez ce clivage entre francophones et néerlandophones ? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on trouve absolument qu'il faut plus de coordination entre les zones de police. Voilà pourquoi l'idée d'une zone. En tout cas, ce qui est une bonne chose, c'est que la coordination est aussi maintenant une affaire de la région. Donc, le ministre-président Vervoort et donc met aussi en place, pour l'instant, l'agence de sécurité. Donc, ça va dans le bon sens, mais il faut absolument plus de coordination. C'était le moment de relancer ce débat maintenant sur la fusion des zones ? C'était le moment. D'ailleurs, je peux vous donner un exemple très concret. J'ai lancé il y a quelques mois cette plateforme de vidéoprotection, donc où toutes les images des zones de police, les images de caméras, doivent en principe arriver sur une même plateforme, aussi de la STIP dans un deuxième temps et d'autres acteurs. Et donc je constate qu'il y a des zones de police qui sont tout à fait enthousiastes. Il y en a d'autres qui sont un peu plus froids. Et donc ce genre de choses, ce genre de débat, je pense qu'on doit arrêter. Et c'est pour ça que plus de coordination, quand il y a un seul véhicule, je pense, c'est plus facile quand même. Alors Bob a 20 ans, Bob des campagnes de sécurité routière. Est-ce qu'il va survivre à la régionalisation des campagnes ? Tout à fait. En tout cas, en ce qui me concerne, oui. Je sais qu'un collègue néerlandophone, entre autres, est pas tout à fait convaincu, mais Bob, il a 20 ans, tout le monde connaît Bob. D'ailleurs, le concept Bob a été repris dans d'autres pays voisins. Et donc, pourquoi changer une campagne qui marche bien ? Et donc, j'ai fait appel effectivement aux 2 autres régions de continuer. On a trouvé un accord puisqu'on a lancé la campagne la semaine dernière. Et donc, les 3 Vous dites régions une campagne qui fonctionne bien, mais le slogan, c'est « On n'est pas Bob à moitié ». Ça veut dire qu'il y a du relâchement. On s'autorise quelques verres quand on est Bob. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de norme sociale qui s'est instaurée les dernières années où beaucoup de gens en tout cas, pensent qu'on est Bob, mais quand même, prendre un verre ou 2, c'est pas très grave. Eh bien, si c'est grave, puisqu'on sait que même une petite quantité d'alcool peut déjà avoir une grande influence sur sa façon de conduire. Et donc, le message est quand même vraiment très clair, c'est que quand on est derrière le volant, on ne boit pas d'alcool. Donc, un vrai Bob ne boit pas d'alcool. Alors, on voit dans les statistiques 10% des accidents corporels à Bruxelles, eh bien, il y avait au moins un usager sous influence de l'alcool. On regarde les contrôles qui sont positifs, c'est seulement 2,8% des conducteurs contrôlés. Ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux. On ne contrôle pas assez à Bruxelles. Si on contrôle, eh bien, c'est une bonne chose, que heureusement, il n'y avait pas énormément de gens qui sont influencés. Mais malgré ça, on sait quand même que quand on regarde les chiffres de l'année dernière, 17 personnes ont trouvé la mort suite à un accident.
plus de 4000 blessés. Donc, il faut absolument augmenter la sécurité routière et donc les contrôles, mais aussi les campagnes, on doit les continuer. On va pouvoir faire tous ces contrôles avec le niveau d'alerte terroriste dans lequel on est. Il y a assez de policiers pour le faire. En tout cas, quand on a lancé la campagne avec les 3 régions, le ministre de l'Intérieur, compétent pour les zones de police, était là aussi. Il a vraiment tout à fait prononcé sa volonté de mettre assez d'agents aussi pour les contrôles. Donc, je pense qu'on peut faire les deux. Alors, il y aura un grand week-end de contrôle qui sera du 15 au 18 janvier. Mais ça, c'est après les fêtes. C'est pas trop tard? Non, ce n'est jamais trop tard, puisqu'on sait quand même aussi, après les fêtes, quand les gens ont repris le travail, pas mal de collègues vont prendre un verre, il y a les repas, les lunchs et tout ça. Donc je pense que c'est une bonne période aussi pour faire les contrôles. Alors, sécurité routière, vous venez de rencontrer les bourgmestres des 19 communes pour faire un petit peu le point sur la politique que vous voulez mener. Il y a des changements qui s'annoncent? Il y a des changements, notamment pour le permis de conduire, parce que, comme je disais, 17% qui ont trouvé la mort, plus de 4000 blessés, rien qu'à Bruxelles, l'année passée. C'est vraiment, on ne peut pas accepter ce chiffre. On a absolument travaillé pour augmenter la sécurité. Mais vous attendez quelque chose de la part des bourgmestres? On a vu qu'il y a 30 points noirs à Bruxelles, des endroits qui sont vraiment dangereux. Vous attendez quelque chose des communes? Oui, puisqu'on sait que un tiers de ces zones noires, donc, qui ont un taux élevé d'accidents, un tiers se trouve sur des voies communales, et donc absolument il faudra collaborer entre la région et les communes. Moi, je suis tout à fait dans une logique de regrouper les forces et de... Dans combien de temps est-ce qu'on aura réglé le problème de ces 30 points? Il y a 30 points. On sait que l'avenue Fosny était vraiment ça, c'est le plus mauvais élève. Le plus, oui, c'est ça. Il y avait énormément d'accidents. Et donc là, on voit que les travaux ont commencé. Et donc la dernière phase de l'étude, je l'aurai maintenant avant la fin de l'année, c'est des recommandations. Donc mon administration a développé pour chacune de ces zones aussi des recommandations à court terme. Parfois, il faut augmenter la visibilité, passage pour piétons par exemple, mais aussi à long terme, quand il faut vraiment faire des travaux d'infrastructure. Ça prend un peu plus de temps, mais en tout cas, la région s'y met, ensemble avec mon collègue Smet, puisque l'avenue Fosny, les travaux ont commencé pour augmenter. Par exemple, il y aura une piste cyclable, plus de visibilité pour les piétons, donc les usagers faibles seront mieux protégés aussi. Donc là, il va y avoir une sorte de vade-mecum qui va être transmis plus largement. Tout à fait. Ouais. Alors, vous avez parlé du permis de conduire. On sait qu'il y a une régionalisation là, qui a été lancée. C'est à quand la réforme bruxelloise du permis de conduire? Mais là, on est en phase de réflexion, de concertation aussi, parce que je ne fais pas de la politique dans une tour d'ivoire. Il faut parler avec les gens, les acteurs du terrain. Et donc, je pense qu'en mi-2016, je vais pouvoir présenter une ordonnance au gouvernement et après au Parlement, bien sûr. Alors, dans les premières pistes qu'on connaît, il y a la question d'un test de perception. Donc, on projette des images sur un écran de situation réelle et la personne doit réagir. Ça va devenir obligatoire? En tout cas, mon ambition, c'est d'adapter le système plus à un contexte urbain, puisque nous savons que conduire à Bruxelles, avec les multiples usagers, les trams, de plus en plus de vélos, ce qui est une très très bonne chose, c'est pas forcément pareil que de conduire en Wallonie ou dans la Flandre profonde. Donc il faut adapter à ce contexte urbain. Et pour ça, l'idée du test de perception des risques qui va effectivement mesurer si le futur conducteur est capable, oui ou non, de voir les risques éventuels sur la route. Je pense, mais ce n'est pas encore définitivement, mais je pense qu'on va l'instaurer dans la partie théorique, puisqu'on sait que là, dans les pays où ça existe déjà, quand c'est inclus dans l'examen théorique, les résultats après, dans l'examen pratique, sont beaucoup mieux aussi, parce qu'on ne mesure pas uniquement la connaissance théorique, c'est-à-dire le code de la route, les panneaux, limitation de vitesse, mais on mesure aussi, est-ce qu'on voit... comment on décode la situation réelle. Il y avait une question qui était en suspens. Est-ce qu'on maintient la filière libre, le fait de ne pas devoir passer par une auto-école? Tout à fait, parce que je veux absolument que le système soit clair, simple, il ne faut pas compliquer les choses, mais aussi, on sait quand même, à Bruxelles, 30% des gens vivent au-dessus du seuil de pauvreté, donc il faut que le système soit financièrement abordable aussi. Donc je vais absolument aussi maintenir la filière libre. Parce que les auto-écoles, ça coûte trop cher? Je ne dis pas que c'est trop cher, mais je pense qu'il faut absolument laisser la possibilité à l'élève
de choisir entre les deux systèmes. Donc, je vais absolument laisser ça. Au niveau des auto-écoles, il va y avoir une uniformisation, il va y avoir un travail à ce niveau-là, où on garde le système comme il est. On veut en tout cas améliorer aussi la qualité des auto-écoles. Par exemple, mieux former les instructeurs, peut-être aussi contrôler, voir est-ce que tout le monde a un brevet. Et ce que je veux faire aussi, donc, c'est le contexte urbain, mais aussi introduire peut-être encore plus la question du respect, du civisme, parce qu'on sait, de nos jours, malheureusement, pas uniquement à Bruxelles, je pense que c'est un peu partout le cas, il y a quand même un comportement parfois un peu agressif aussi, et donc inciter aussi le futur conducteur à se rendre compte que je ne suis pas seule sur la route, je suis aussi en interaction avec les cyclistes, avec les piétons, et d'avoir une attitude correcte et respectueuse envers les autres, ça c'est important aussi. Est-ce qu'il va y avoir une formation pour les personnes plus âgées qui conduisent depuis 30, 40 ans? Est-ce qu'on va devoir repasser un permis à partir d'un certain moment? Tout à fait, donc je veux stimuler effectivement l'apprentissage au courant de la vie, toute la vie je dirais, pas à un seul moment précis. On commence déjà très jeune, puisque nous avons ce qui appelle le brevet piéton et cycliste dans les écoles, où on apprend les enfants à faire du vélo. Ça existe déjà, mais pour les personnes plus âgées? Et donc, ce qu'on va faire aussi, pour les 55 ans et plus, on va donc aussi instaurer une formation sur base volontaire. Mais les gens disent, c'est vrai, ça fait quand même 20 ans, 30 ans que j'ai passé mon permis. Peut-être nécessaire de rafraîchir, et donc ils auront l'occasion aussi. Et s'ils ratent le test, ils ne pourront plus conduire? C'est sur base volontaire, mais donc c'est aussi sensibiliser les gens, je pense, pour rafraîchir une bonne connaissance du code de la route. Alors, il y a eu récemment un colloque sur la discrimination dans l'accès au logement. Une petite brochure vient d'être publiée. Alors, on connaissait bien la discrimination classique sur base de l'ethnie ou de la religion, mais ce n'est pas la seule. On voit par exemple des logements où on refuse les enfants, où on refuse d'autres personnes. Là, il y a un problème à régler. Il y a vraiment encore du pain sur la planche. J'ai été surprise aussi, choquée quand j'ai vu les chiffres, effectivement. On savait qu'il y avait une discrimination envers les personnes d'origine étrangère, mais ça va effectivement beaucoup plus loin que ça. Les mamans seules, par exemple, les personnes handicapées aussi, les gens qui ont faible revenu, tous ces gens, effectivement, rencontrent des obstacles à trouver un logement décent, et ça, on ne peut pas accepter. Ouais, donc là, il est temps de refixer les règles pour les propriétaires. Dernière chose, Écolo sort quelques chiffres. 200 000 € de frais de personnel en plus pour votre cabinet sur une année. Tous les cabinets de la région augmentent, c'est justifié? Tout à fait. Tous les cabinets d'ailleurs, tous les cabinets, puisque c'est une suite aussi de la réforme d'État. Nous avons des grandes compétences, notamment la sécurité routière, qui était au niveau fédéral avant. Ce sont des nouvelles compétences, il y en a plusieurs, hein. Mais pour moi, entre autres, c'est quand même la sécurité routière. C'est contrôle des examens. Donc ça veut dire que vous avez engagé des personnels. Et donc on a bien sûr besoin, dans les cabinets, dans les administrations, des gens qui ont des expertises donc pour bien exécuter cette réforme d'État. Donc je pense que c'est tout à fait justifié. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, pas de problème de mauvaise gestion pour vous? Pas du tout. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans les experts, les invités seront Christos Dolkeridis et Didier Gauzoin. Bon week-end à tous.